That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je renoue le dialogue avec Jacques Demange qui était venu il y a un certain temps pour nous parler d'un livre qu'il avait écrit sur l'actrice Nathalie Portman. On va rester dans le milieu du corps de l'acteur et de l'actrice avec un nouveau livre. Cette fois-ci, c'est autour de Kate Winslet. Alors, je présente, voilà, comme ça. C'est édité chez nos amis de Leitmotiv. Je salue Jean-François Jeunet pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page dédiée au livre du site de Leitmotiv pour vous procurer le livre. Donc Jacques Demange est là pour nous en parler. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Merci de m'avoir invité à nouveau. Bon, avec plaisir. Alors, je vais en profiter parce que le livre a été préfacé par le regretté Michel Simon et je voulais commencer d'emblée par ça, par cette préface-là et par ce que ce critique de cinéma représente aussi dans l'histoire de la critique française, qu'on apprécie ou pas ses prises de position, ses articles, ses idées, mais ça a été quand même quelqu'un de très important. Et je voulais commencer là-dessus par rapport à cette préface. Aujourd'hui, bien évidemment, comment vous la percevez, cette préface ? Comment vous la voyez maintenant, aujourd'hui ? Pour moi, en fait, cette préface, ça a été une espèce d'aboutissement, dans le sens où voilà, Michel Simon, c'est un critique qui m'a accompagné dans la parution de mes premiers articles. C'est quelqu'un qui, d'un point de vue personnel, m'a toujours soutenu dans mes écrits, m'a toujours fait des retours. Alors, comme vous l'évoquiez bien, hein, on peut ne pas être d'accord avec les prises de position, mais Michel Simon avait cette idée de la critique comme une espèce de oui, voilà, il faut polémiquer, hein, il faut engager une réflexion, hein. La critique, on est là pour défendre des films. Défendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi se battre. Donc, il ne faut pas hésiter à affirmer ses opinions. Et par ailleurs, Michel Simon, qui était donc le directeur de la revue Positif, je crois qu'il faut rappeler que la revue Positif a depuis longtemps alloué une place de choix à l'étude des actrices et des acteurs, ce qui n'était pas toujours le cas, hein, dans le cadre de la critique journalistique, notamment, où, comme il le rappelle bien dans sa préface, les acteurs et les actrices posaient un peu problème, parce qu'on ne savait pas vraiment comment les décrire, on ne savait pas quelle place leur conférer dans la critique des films. On leur apposait souvent une étiquette très simple, splendide Nathalie Portman, excellent Gérard Philippe, sans aller plus loin. Là où la revue Positive proposait et continue de proposer des articles de fond sur les actrices et sur les acteurs. C'est par ailleurs dans la revue Positive que sont apparus les germes de ce qu'on appelle aujourd'hui à l'université les études actorales, c'est-à-dire vraiment les études qui sont consacrées totalement au jeu et aux représentations des actrices et des acteurs. Et là, je pense notamment aux articles de Michel Ciotat, de Christian Viviani, puis ensuite après eux, Christophe Damour, qui ont tous écrit et continuent d'écrire dans la revue Positive, qui les accueille avec grand plaisir. Donc, la présence de Michel Simon, pour moi, était importante par ailleurs, et je vais proposer cet ouvrage-là, parce que Kate Winslet, il l'avait connu par le biais de Jane Campion, en fait. C'est que dans ce film Holy Smoke, et Jane Campion, c'est une réalisatrice que Michel Simon avait défendue, qui l'a permis de faire connaître en France. Donc, c'était quelque chose qui lui parlait. Il y avait un lien direct, si vous voulez. Il y avait un lien direct et je trouvais ça intéressant par rapport même à ce lien indirect, si vous voulez. C'est intéressant parce que Kate Winslet, moi aussi, je l'ai connue en fait un peu indirectement. C'est-à-dire que c'est une actrice que j'avais étudiée sans vraiment l'étudier parce que j'avais consacré un ouvrage à Leonardo DiCaprio. Donc, à certains moments donnés de cet ouvrage, je m'étais intéressé à la présence de Kate Winslet, alors dans Titanic, dans Les Noces rebelles. J'avais consacré un ouvrage à Joaquin Phoenix, donc je m'étais intéressé à Kate Winslet dans Quiz. Et à un moment donné, voilà, j'ai commenté des séquences où elle apparaissait, et je m'étais dit, il y a quand même quelque chose, chez cette actrice, et ça m'a donné envie d'écrire l'ouvrage. Donc en fait, c'est ça aussi qui est intéressant avec les études actorales, c'est qu'on s'intéresse aux acteurs, aux actrices, mais également à leurs partenaires. Et puis, à un moment donné de sa vie, à un moment donné de son écriture, on est amené à retrouver ses partenaires et à les faire accéder au premier plan. Et donc voilà, donc c'est pour ça que la présence de Michel Simon me semblait, pour toutes ces raisons différentes, intéressante. Et d'ailleurs, dans la préface, il nomme aussi Luc Moulet. Alors, je le dis parce que Luc Moulet, c'est du cinéma. Et ça, c'est vrai que Michel Simon
à longtemps, pratiquement jusqu'à sa mort, voilà, il rappelait souvent que c'était, mais que finalement, la hache avait été enterrée. Alors, je vais commencer par quelque chose de très provocateur. Mais en même temps, je crois que ça dit aussi du rapport que certains ou certaines peuvent avoir avec Kate Winslet. Et d'ailleurs, vous évoquez ça même dans le livre dès le début. Je pense que vous connaissez cet extrait d'entretien de Jacques Rivette avec Frédéric Bonneau en 97 dans Les Inrecuptibles. Secret Défense vient de sortir. Les Inrecuptibles adorent le film. Donc, ils sortent un numéro, ils invitent Rivette, Rivette parle du film, tout se passe bien. Et comme Rivette était l'un des rares cinéastes de sa génération à continuer à aller voir des films, d'ailleurs, un ami travaillait à l'UGC, Léal, il le voyait tous les mercredis. Voilà, je referme la parenthèse. Mais vraiment, il voyait de tout. Ils se sont dit, tiens, on va en profiter pour lui demander, qu'est-ce que vous pensez d'Annabi? Qu'est-ce que vous pensez de tel film, tel film, tel film? Et d'ailleurs, c'est durant ce fameux entretien, en 97 ou 98, je ne sais plus, où il dit, la critique a été aveugle devant Showgirls de Verhoeven parce que c'est un grand film. Et finalement, ensuite, il a été réhabilité. Il y a un moment, il lui pose la question sur Titanic. Voici ce qu'il dit, en gros. Chose qui, je pense, aujourd'hui, on ne peut pas dire. Il dit « Je suis entièrement d'accord avec Jean-Luc Godard dans le L de cette semaine. Ce film est nul. Cameron n'est pas un méchant, ce n'est pas une ordure comme Spielberg. Cameron voudrait être le nouveau Cécile B2000. Malheureusement, lui non plus n'est pas metteur en scène pour un sou. » Bon, maintenant, voilà ce qu'il dit sur Kate Winslet. En plus, l'actrice est épouvantable, irregardable. C'est la fille, excusez-moi du terme, la plus débandante qu'on ait vue sur un écran depuis longtemps. D'où le succès auprès des petites filles, surtout les américaines boutonneuses et un peu trop grosses, qui y vont au pèlerinage. Elles peuvent s'identifier et espérer tomber dans les bras du beau Leonardo. C'est extrêmement violent, je le dis, c'est même dégueulasse, mais ce qu'il dit, vous en parlez dans le livre, dès le début. Et je pense que voilà, c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de ce que dit Rivette, parce que bon, il y a. Bien sûr, voilà, évidemment, parce que la chose va de soi, mais en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, Kate Winslet est souvent revenue. Alors, à la différence de Nathalie Portman, qui s'est fait le porte-parole de la cause féministe en règle générale, Kate Winslet, elle est plus revenue sur les questions du rapport au corps et notamment du rapport à ses rondeurs, en expliquant que enfant, elle avait des sacrées rondeurs et que notamment lorsqu'elle prenait des cours de théâtre, l'une de ses enseignantes lui avait dit « Avec ton physique, vise pas la carrière d'actrice, ça sert à rien ». Et que par ailleurs, elle avait eu des brimades à l'école où on la traitait de graisse de baleine, enfin que c'était pas évident. Et ce qui me semble intéressant dans cette anecdote que vous rapportez, c'est que cette question du physique, en fait, Kate Winslet a expliqué que le fait de jouer sur scène, parce qu'elle a commencé en fait avec une école théâtrale, à jouer sur scène, ça lui avait permis de se ressaisir un peu de ses complexes qu'elle avait avec son physique. Et en fait, ça lui est revenu en pleine figure avec Titanic. Parce que, et c'est bien que vous le rappeliez, Titanic, pour les jeunes générations qui regardent, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais ça a été énorme. Je veux dire, c'était plus qu'Avatar, à mon sens, par rapport aux acteurs. Parce que dans Avatar, on apprécie la technologie, c'est ça qui est mis en avant. Dans Titanic, ce qui était vraiment mis en avant, c'était les deux acteurs, le couple, donc DiCaprio et Kate Winslet. Et Kate Winslet, en fait, ça a été une expérience pour elle épouvantable a posteriori. Alors, elle est revenue sur le contexte du tournage qui était dur, parce qu'il y avait beaucoup de scènes physiques et c'était pas évident. Mais ça lui avait pas tellement posé problème, en fait. Ce qui lui avait posé problème, c'était après la sortie du film, parce qu'elle était mise en avant. Et elle a eu effectivement des critiques en pleine figure en disant, finalement, physiquement, par rapport à DiCaprio, c'est pas génial, Kate Winslet. Et elle ne comprenait pas, en fait, pourquoi ça lui revenait en pleine face, sachant qu'elle avait eu le sentiment de proposer un jeu d'actrice, qu'on allait finalement revenir sur son style de jeu, sur la manière dont elle avait interprété certaines séquences, sur la manière dont elle s'était approprié son personnage. Et là, ce qui lui revenait en pleine face, c'était des questions d'ordre physique. Et ce qui explique qu'à ce moment-là, Kate Winslet, et c'est vraiment intéressant, la trajectoire des deux acteurs, c'est-à-dire DiCaprio d'un côté et Kate Winslet de l'autre, c'est-à-dire qu'après le succès de Titanic, en fait, Titanic, pour eux, ça a été un véritable séisme, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait après Titanic? Alors, la réponse de DiCaprio, ça a été de continuer à Hollywood, avec plus ou moins de bonheur,
C'est-à-dire qu'il s'est un peu perdu. Il a eu quelques années creuses où il apparaissait, voilà, c'était la tête d'affiche, mais dans des films de qualité franchement variable. Kate Winslet, elle a eu un choix extrêmement courageux. Alors, elle est britannique, hein, il faut le rappeler, Kate Winslet. Elle n'est pas américaine. Peut-être que ceci a favorisé cela, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a eu ce choix courageux de partir d'Hollywood et de se dire finalement, si je veux m'épanouir en tant qu'actrice, je ne peux pas évoluer à l'intérieur de ce milieu-là. Parce que moi, je veux être jugée en tant qu'actrice et pas simplement en tant que corps, en tant qu'apparence, en tant que physique. Et donc, on va la retrouver dans des films plus indépendants, Marrakech Express de Gillies McKinnon, dans Holy Smoke de Jane Campion, dans Quills, La plume et le sang, dans Iris, Enigma. Et puis progressivement, elle revient à Hollywood, si vous voulez, mais ce passage hors des États-Unis lui a permis effectivement de reprendre à nouveau confiance en elle. Et c'est ça aussi qui est attachant chez Kate Winslet, c'est qu'elle a une part éminemment humaine. C'est-à-dire que c'est une actrice qui n'hésite pas dans ses entretiens à évoquer ses doutes. Évoquer ses doutes alors en tant que femme, évoquer ses doutes en tant que mère, mais aussi évoquer ses doutes en tant qu'actrice. C'est-à-dire que elle, à plusieurs reprises, elle est revenue sur le fait que quand on lui a proposé un rôle, elle a réellement hésité. Je pense par exemple à Wonder Wheel de Woody Allen. Quand il lui propose le personnage de Wonder Wheel, elle lit le scénario et elle se dit mais je peux pas. C'est pas moi. Comment est-ce que je peux incarner ce personnage? Comment est-ce que quel point de contact je peux établir avec elle? Et donc elle doute, et c'est à partir de ce doute qu'elle développe un véritable travail. C'est pareil par rapport à Steve Jobs de Danny Boyle, où c'est assez intéressant, c'est-à-dire que elle voit passer le casting, voilà, on recherche une actrice pour ce personnage, elle voit, parce que c'est un biopic, Steve Jobs, elle voit le personnage, donc elle voit la réelle personne qu'elle va devoir incarner ou qu'elle pourrait incarner, elle se dit physiquement on est trop différentes. On est beaucoup trop différentes, elle a les cheveux un peu courts, elle porte des lunettes, elle est un peu rousse, c'est pas moi. Et ce que va faire Kate Winslet, c'est qu'elle va travailler. Elle va se mettre des lunettes, elle va changer de coupe de cheveux et elle va postuler pour le casting en disant c'est un challenge. C'est un challenge. Et à mon sens, c'est ça aussi qui est intéressant avec Kate Winslet, c'est donc cette part d'humanité, cette part de doute où elle n'hésite pas à l'exposer et elle n'hésite pas à s'exposer dans ses films parce qu'elle travaille. Et cette question du corps que vous évoquiez plus avant, elle est fondamentale pour moi. Parce que quand je dis que Kate Winslet s'expose, elle s'expose frontalement. On a des séquences assez frappantes. Je pense alors à Quills, par exemple. Je pense à Iris et à énormément d'autres films, ou à Jude notamment, où elle va apparaître partiellement ou totalement nue, et où finalement on a cette idée chez elle de j'assume mon corps dans toutes ses qualités et tous ses travers, parce que finalement mon corps se met d'abord et principalement au service du personnage, en fait. Et ça, on a un effet de distanciation chez Kate Winslet dans son travail qui est extrêmement intéressant, qui lui vient certainement de sa formation sur scène, on n'est pas comme au cinéma, et qui vient aussi de ce fait, moi j'aime bien Kate Winslet par rapport à ça, où lorsqu'elle était en couple avec le réalisateur Sam Mendes n'arrêtait pas de lui dire ah, toi, tu es vraiment une actrice de la méthode, tu es vraiment type acteur studio. Et Kate Winslet disait mais ça m'énervait quand il me disait ça, parce que je disais mais je suis absolument pas une actrice de la méthode, j'ai aucune méthode. Et en fait, alors, là, il faut forcément revenir sur ses propos en disant alors peut-être qu'elle a aucune méthode préétablie, mais pour chaque rôle qu'elle va incarner, elle travaille énormément en amont. Et là où elle se dit anti-méthode, je crois, c'est qu'elle a une vision des acteurs de la méthode comme des acteurs ou des actrices extrêmement instinctifs, vous savez, qui sont très pulsionnels, qui rentrent tout de suite dans le rôle, qui en fait ne font qu'un avec le personnage. Or elle, justement, et c'est là où les acteurs de la méthode, ils le font aussi, bien évidemment, et où elle a une lecture un peu rapide des acteurs de la méthode. Mais elle, ce qu'elle essaye de faire, c'est un dialogue avec son personnage. C'est vraiment de se dire, ce personnage n'est pas moi, et c'est justement à partir de cette mise à distance que le travail peut s'opérer et que quelque chose peut apparaître. Dans le chapitre actrice de décomposition, page 84, vous écrivez Winslet est en effet une adepte du détail
dans la constitution de ses interprétations, un sourcil relevé, un doigt appuyé sur ses lèvres, un regard lancé vers le hors-champ, une main posée contre sa joue, une mèche précipitamment replacée. D'ailleurs, il y a même il faut parler aussi des captures d'images, parce que ça illustre cela. Une main posée contre sa joue, une mèche précipitamment replacée derrière son oreille, ou une simple inclinaison du visage expérimente à eux seuls la profondeur d'un sentiment ou la complexité d'une émotion. Donc, ça veut dire que quand vous évoquez la méthode, c'est un peu ça, et en même temps, c'est différent, c'est autre chose. J'aime bien ce rapport au détail. Donc, Ouais, si on devait parler d'un style... Ouais. C'est ça qui est extrêmement intéressant avec Kate Winslet, c'est qu'effectivement, quand elle dit j'ai pas de méthode, on va dire oui, alors, voilà, mais effectivement, elle est extrêmement scrupuleuse. C'est-à-dire qu'elle fait très attention et quand elle essaye effectivement de nouer un dialogue avec le personnage, alors ça peut passer par une transformation du corps, hein, on l'évoquait juste avant, où voilà, elle va se maquiller, etc., elle va changer de coupe de cheveux, elle va porter des lunettes, mais surtout, elle a cette idée que le dialogue passe par le geste et que le geste doit pas être nécessairement extrêmement appuyé. Ça peut être un micro-geste. On est vraiment dans cette idée-là. Un micro-geste, et cette idée du détail renvoie par ailleurs au titre de l'ouvrage, en fait, hein, Kate Winslet, La discrète, c'est-à-dire que ce détail, qui est extrêmement authentique, en fait, lui permet également de progresser dans la discrétion. C'est-à-dire que elle semble vraie, elle a une présence, Kate Winslet, parce que justement, elle en fait pas trop. Elle en fait pas trop. C'est notamment sensible dans Les Noces rebelles, où elle joue avec donc DiCaprio et où on a un certain nombre de séquences où le couple, il y a des voilà, il y a des bagarres, il y a des, on se crie dessus, on s'énerve, et où elle arrive réellement à se caler sur le rythme de son partenaire. C'est-à-dire qu'elle sait que DiCaprio, elle le connaît bien, ils sont amis, ils ont collaboré déjà ensemble. C'est un acteur qui, à un moment donné ou un autre, a besoin d'être extrêmement expansif, a besoin d'occuper le cadre, hein, a besoin d'exploser un peu à la Marlon Brando, un peu à la De Niro, il a ce tempérament-là. Et elle se dit, moi, pour trouver ma place, je vais me mettre en retrait. Ça ne veut pas dire que je m'efface, ça veut simplement dire que je vais rester au fond du cadre. Je vais occuper une bordure du cadre. Et c'est là où mon personnage va pouvoir apparaître vraiment. C'est là où la vérité de mon personnage va pouvoir apparaître, effectivement. Elle reste à pied au fond du cadre, mais elle est là. Elle est bien là. Mais ça peut aussi être l'inverse. Et ça, c'est super intéressant. Je pense au film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où là, elle joue avec Jim Carrey. Et quand elle arrive sur le plateau de tournage, donc elle interprète le personnage de Clémentine, et elle commence à développer un jeu très expansif, parfois même un peu excentrique. Et les techniciens sur le plateau se disent « Oh là là, ça va pas plaire à Jim Carrey, parce qu'en fait, elle est dans le registre Jim Carrey là. Donc, qu'est-ce qui va se passer ?» Et au contraire, Jim Carrey se dit « Mais j'adore, c'est génial. Elle a tout compris en fait. C'est-à-dire que moi, au contraire, mon personnage, pour bien l'interpréter, pour bien le comprendre, pour bien l'incarner, je vais devoir développer un jeu un peu plus intériorisé qui me sort de ma zone de confort. Je ne vais pas faire du Jim Carrey, justement. » Et c'est là où on comprend qu'effectivement, elle a cette capacité d'adaptation, Kate Winslet. Elle a cette capacité d'adaptation qui passe par ce sens du détail, qui passe par ce souci de la discrétion, hein, de ne pas trop en faire pour se mettre au diapason. Elle appartient à un orchestre, en fait, Kate Winslet. Et elle sait quelle place occuper, elle sait également à quel moment changer de place. Et en fait, toute l'intensité de son jeu, à mon sens, passe principalement par des variations. Par des variations extrêmement subtiles, un simple geste. On va se toucher les lunettes. Et c'est là où ça me semble intéressant, c'est la manière aussi dont elle va se réapproprier ses accessoires. C'est-à-dire que les accessoires, par exemple, le port des lunettes, c'est intéressant ça, les lunettes de vue, qu'on a aussi dans Enigma. Ça, c'est assez intéressant, où elles ne sont pas simplement là pour caractériser le personnage. Dans Enigma, elle joue le rôle un peu d'une intello, donc voilà, on lui met des lunettes rondes, ça fait très intello. Elle va au contraire, voilà, sans cesse replacer ses lunettes pour exprimer un moment de gêne, un court moment d'angoisse. Et c'est très simple en apparence, mais en fait, c'est très concerté et ça marche très bien. Et ce rapport à l'accessoire, il est intéressant parce que justement, dans Les Noces rebelles, il y avait une discussion à nouveau entre Sam Mendes et Kate Winslet parce qu'il y a cette fameuse séquence sur la plage où le personnage de Kate Winslet comprend qu'en fait, son grand projet de partir en France avec son époux, ça ne va pas se faire. Que son époux était d'accord au début, mais que finalement, il n'a pas le courage de le faire. Il n'a pas le courage de le faire. Il aime trop sa petite vie dans la banlieue américaine. Et Sam Mendes lui avait dit, à ce moment-là, tu devrais mettre tes lunettes de soleil.
au moment où ton personnage comprend ça, elle doit mettre ses lunettes de soleil. Et elle lui avait dit, non mais attends, c'est super nul. Ça comme idée, c'est hyper artificiel. Pourquoi elle ferait ça? Et Sam Mendes lui a dit, écoute, c'est une idée, essaye. Et quand elle a essayé, elle s'est rendue compte que ce simple geste évoquait tout. Ça veut dire quoi, mettre ses lunettes de soleil? Ça veut dire je refuse pas l'amour de mon mari, je reste avec lui, mais je vois les choses différemment. Et il y a un voile noir maintenant qui se pose sur mon regard. Et il y a un effet de bascule. Et tout ça passe par l'accessoire. Et tout ça passe par ce geste, parce qu'elle ne met pas longtemps à mettre ses lunettes de soleil. C'est un geste qui semble extrêmement naturel, mais on comprend tout. Même plus loin, on ressent tout grâce à ça. Et le fait que ça puisse passer par des micro-gestes, toute cette intensité, c'est également dû au travail en amont de Kate Winslet, parce qu'il faut savoir que, comme je l'ai dit précédemment, elle est très scrupuleuse par rapport à l'exploration de ses rôles. Et c'est notamment le cas, alors ça a été le cas dans Mare of Easton, la série télévisée dans laquelle elle interprète une policière. Il faut savoir qu'elle a fait un travail d'exploration en amont pour comprendre comment travaillaient les policiers. C'est-à-dire qu'elle a suivi une véritable enquêtrice pour comprendre ce que c'était que son quotidien et surtout pour observer les simples gestes de son quotidien professionnel. Voilà, replacer des dossiers, chercher un dossier, allumer son ordinateur, qu'est-ce qu'on fait immédiatement? Des gestes qui peuvent nous sembler complètement anodins, mais qui pour elle étaient nécessaires pour comprendre son rôle. Autre point important par rapport à cette série, c'est le fameux accent de Philadelphie. C'est-à-dire que la critique a dit, mais elle joue super bien Kate Winslet, parce qu'en fait, elle a un accent régional. Elle a modifié son accent britannique pour adopter un accent régional. On peut se dire, mais c'est rien. Mais en fait, c'est énorme. C'est-à-dire qu'elle travaille avec des élocutionnistes pour vraiment arriver à modifier l'accent, parce qu'elle se dit, je ne peux pas être mon personnage si je ne parle pas sa langue. Or, sa langue, ce n'est pas simplement l'anglais, mais c'est l'accent, c'est la modulation. Et elle avait fait aussi ce travail par rapport à Holy Smoke, où en fait, c'est néo-zélandais, ça se passe en Australie, c'est une réalisatrice néo-zélandaise, mais ça se passe en Australie. Elle a compris que pour interpréter un personnage d'Australienne, elle devait avoir l'accent australien. Et elle a passé énormément de temps à écouter l'australien, à travailler avec des élocutionnistes pour bien pouvoir prononcer les mots. Et quand on voit le film, on pourrait se dire, en fait, on s'en fiche si elle a un accent britannique. Non. En fait, on s'en fiche pas. C'est ça aussi qui fait l'intérêt du personnage. Et c'est ça qui fait que, en toute discrétion, Kate Winslet devient le personnage à proprement parler. Selon vous, les auteurs et autrices qui travaillent avec elle, pourquoi, selon vous, ils ont envie de travailler avec elle? Alors ça, je pense que ça commence dès son premier rôle avec Créature Céleste de Peter Jackson, où elle est encore toute jeune. Et où en fait, quand on a demandé à Peter Jackson, suite au succès de Titanic, on est revenu sur les premiers films de Kate Winslet, et on a interrogé Peter Jackson sur pourquoi vous avez choisi Kate Winslet. Et il avait dit, mais parce que en fait, c'était une bombe explosive pendant les auditions. C'est-à-dire que je sentais qu'elle en voulait énormément, en fait. Et Créature Céleste, c'est un film assez dur parce que c'est un film criminel avec deux adolescentes. Donc, c'était un rôle vraiment pas facile à interpréter. Et en fait, elle s'est imposée, Kate Winslet. C'est-à-dire qu'elle en voulait tellement, elle en montrait tellement qu'il était même, Peter Jackson, au moment d'audition, il dit « Ok, calme-toi. Ok. On va revenir à un rythme un peu plus bas. » Parce qu'en fait, quand elle y va vraiment. Et Jane Campion, elle s'était aussi intéressée à ça par rapport à Kate Winslet, où elle avait dû, Jane Campion, dire à Kate Winslet « Calme-toi, va pas trop loin dans l'exploration du personnage non plus, parce que j'ai pas envie que tu te blesses intérieurement, en fait. » Parce qu'effectivement, ce qui intéresse les réalisatrices et les réalisateurs qui ont travaillé avec Kate Winslet, c'est le fait de travailler avec une actrice qui est totalement impliquée sur le plateau de tournage. Et par impliquée, j'entends que c'est pas un simple professionnalisme, elle arrive alors sur le plateau de tournage, c'est pas un simple auteurisme, je suis devenu mon personnage, je me suis complètement transformé, type Al Pacino, vous voyez, qui parle que portoricain sur le plateau de tournage de Scarface. Mais c'est parce qu'elle est vraiment impliquée, elle est vraiment dans le travail, elle est dans le dialogue avec les réalisatrices et les réalisateurs, non pas simplement pour se servir elle-même à l'image, pour appuyer sa présence, mais pour vraiment assurer la vérité et la crédibilité du personnage. Et ça, je crois que toutes les réalisatrices et tous les réalisateurs qui ont travaillé avec elle ont été enchantés en fait de leur collaboration, en se disant elle est vraiment là pour servir le film par le biais de son personnage. Mais il y a toujours cette question du personnage qui est essentielle pour Kate Winslet, où elle leur confère une
une véritable identité, quoi. Je crois que ça c'est extrêmement important pour elle. Et pour un réalisateur et une réalisatrice, c'est formidable. C'est formidable. Le livre est divisé en. Il y a à peu près 5 parties. Il y a le prologue, bien évidemment. Il y a ensuite 4 autres parties. Loi de la personnification, actrice de décomposition, poétique du corps, un héritage plastique, et puis ensuite un épilogue. Pardon. J'aimerais bien savoir comment vous avez construit, comment vous l'avez structuré ce livre. Alors, moi, c'est ce que je fais souvent quand j'évoque les actrices et les acteurs, c'est que j'essaye d'abord de partir de la caractérisation des personnages, parce que, à mon sens, c'est ça quand on s'intéresse à un film et qu'on aime une actrice et un acteur, on l'aime d'abord par le biais de son personnage. Et je crois que c'est d'abord important de revenir sur la mythologie personnelle de chaque actrice et de chaque acteur, en s'intéressant justement à la caractérisation de leur rôle, comprendre qu'est-ce que leurs rôles ont en commun, comment leurs rôles ont pu évoluer. Alors avec une actrice comme Kate Winslet, et c'était pareil avec Nathalie Portman, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que leur rôle évolue en même temps que leur vie personnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles gagnent en maturité, elles interprètent vraiment des rôles qui peuvent être différents, qui sortent des sentiers battus, qui les poussent parfois vers certains extrêmes, même si chez Kate Winslet, c'est arrivé quand même assez tôt, cette recherche d'extrêmes. Donc ça, c'est assez intéressant, moi, je trouvais. Ensuite, je m'intéresse souvent à la question du jeu. C'est-à-dire que passer la mythologie des personnages, ok, alors pourquoi ces personnages sont fascinants? Parce que l'acteur l'a interprété de cette manière-là. Alors, comment il l'a interprété et pourquoi il l'a interprété comme ça? Et là, on passe par de l'analyse de séquence. C'est-à-dire que vraiment, on va faire comme Kate Winslet avec un jeu décomposé, c'est-à-dire qu'on va décomposer les séquences qui nous semblent emblématiques des films. Et je me demande, moi, voilà, tel micro-geste, c'est marrant, je le retrouve dans un autre film, ça signifie quoi? Ah c'est vrai que ces deux personnages ont ça en commun. Alors, pour l'actrice, passer par ce geste, ça peut renvoyer à ça. Et on passe par les entretiens aussi, ce qu'elle dit par rapport à son jeu, sa formation d'actrice. Et puis enfin, il y a la question de la représentation, où là, c'est une question qui est plus d'ordre esthétique, c'est-à-dire finalement comment la figure de l'acteur prend forme, se développe, évolue, s'altère à l'intérieur des films. Pour Kate Winslet, c'était vraiment intéressant cette question esthétique parce qu'on a deux extrêmes. À nouveau, je parlais des extrêmes juste avant, mais c'est vraiment ça. On a un côté extrêmement naturaliste chez elle, comme je l'évoquais. On a une exposition frontale, partielle, mais parfois totale du corps nu, du corps dénudé, du corps qui s'affirme comme chair. Et en même temps, on a aussi un côté extrêmement poétique, vaporeux, quasi éthéré, alors qu'on va par exemple retrouver dans son personnage de Ophélie, dans Hamlet, où elle a un côté quasi spectral à certains moments. Et en même temps, on a les séquences, notamment les séquences où elle commence à basculer dans la folie, où on a un vrai ancrage physique de l'actrice à l'intérieur du corps, du cadre, où elle a ses yeux cernés, elle a ses cheveux qui sont extrêmement mal coiffés, où elle tombe par terre, elle se relève, elle entame un pas de danse et puis finalement elle s'affaisse. On a ce double rapport dans Hamlet du côté spectral, vaporeux, et en même temps du côté extrêmement physique, du côté extrêmement charnel, du côté extrêmement naturaliste. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans Wonder Wheel, dans Wonder Wheel où c'est une femme charnelle, son personnage, et puis à la fin, on a la séquence où elle se fait quitter par son amant, et une séquence que je trouve extrêmement belle, où toujours, vous voyez, au niveau esthétique, avec la photographie du film, avec les accessoires, avec le décor, avec cette lumière chaude qui progressivement bascule dans l'obscurité. On a un côté spectral qui commence à réapparaître. Et là-dessus, c'était intéressant, Wonder Wheel, de l'analyser en comparaison, parce que c'est bien ça aussi, les études actorales par rapport aux analyses comparatives, de comparer cette séquence notamment avec l'interprétation de Vivien Leigh dans Un tramway nommé Désir, parce que Wonder Wheel, comme un peu Blue Velvet, toujours de Woody Allen, sont des sortes de variations autour du film de Elia Kazan et de la pièce de Tennessee Williams. Et on retrouve effectivement dans le jeu de Kate Winslet ce côté qu'on avait déjà chez Vivien Leigh, très physique, très théâtral, et puis très spectral, très fantomatique. Et donc on a ce double côté plastique, cette double plasticité chez Winslet que je trouve éminemment intéressante. Le vaporeux, et là j'évoquais dans cet ouvrage les peintures des pré-raphaélites, qui sont intéressantes de ce point de vue-là, parce que dans la peinture pré-raphaélite, on a des corps qui ne sont plus déjà des corps, mais souvent des corps aussi qui sont représentés sous la forme de cadavres.
C'est-à-dire qu'on a les corps qui apparaissent dans leur vérité la plus crue. Un corps mort, c'est une masse, c'est un poids, mais qui, parce que ces corps s'intègrent dans un environnement naturel qui semble extrêmement féerique, on confère à ce cadavre, à ce poids du corps, une certaine poésie. Et moi, à mon sens, on retrouve ça dans les films de Kate Winslet, alors par le biais de la photographie, par le biais de la mise en scène, par le biais des mouvements de caméra, bien sûr, mais qui sont là aussi pour accompagner et soutenir le jeu de l'interprète. Kate Winslet, La Discrète. J'allais vous poser la question sur le choix du sous-titre, mais vous l'avez évoqué dès le début de l'émission, La Discrète, et c'est édité chez Leitmotiv. Une question qui... est-ce que l'envie de passer derrière la caméra, est-ce que c'est quelque chose qui lui a déjà traversé l'esprit? Alors, c'est quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui, à mon sens, lui a pas encore traversé l'esprit, même si je pense que pour chaque acteur, ça passe à un moment donné ou un autre par son. On se dit, voilà, qu'est-ce que ça serait de passer derrière la caméra? Mais moi, à mon sens, Kate Winslet, à la différence de Nathalie Portman, qui avait sauté le pas, qui au bout d'un moment était passée derrière la caméra, tout en restant devant, c'est-à-dire qu'elle se mettait elle-même en scène. Hein. C'est-à-dire que souvent chez les acteurs, réalisateurs, il y a aussi cette idée-là. On peut penser à Clint Eastwood, on peut penser à Robert Redford, qui ont toujours cette idée de je passe derrière la caméra, mais aussi pour me mettre en scène, parce que ce travail d'acteur, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai l'impression que Kate Winslet, elle a un tel rapport fusionnel et en même temps distancié, c'est ça qui est extrêmement paradoxal et très beau, avec le personnage, que c'est quelque chose qui ne lui passe pas nécessairement par l'esprit, parce que ce qu'elle aime, elle, c'est vraiment travailler en amont et en dialogue vraiment avec le personnage. Là où, quand on est réalisateur, même si on se met soi-même en scène, eh ben, on a toute une constellation de personnages qu'il faut faire apparaître dans le cadre. Donc c'est un travail qui reste quand même différent et qui, sans s'y opposer totalement, me semble quand même très, très différent de ce que propose encore aujourd'hui Kate Winslet dans ses films. Alors, bien évidemment, on a dit pas grand-chose du livre, on a dit 0,001%, j'aime bien le dire ça. Ça veut dire qu'il faut maintenant faire l'effort d'aller cliquer sur le lien qui est dans le descriptif pour pouvoir se procurer. C'est Kate Winslet, La Discrète. C'est édité chez Leitmotiv, écrit par Jacques Demange, et il a accepté de venir nous en parler. En tout cas, c'était un plaisir. Pour moi aussi. Merci. Et je rappelle, préfacé par Feu Michel Simon. Merci beaucoup, Jacques Demange, et puis à très vite. Merci à vous. À très vite, j'espère. Au revoir. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just